Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 14 mars 2023. J'espère que vous avez repris des couleurs, que vous êtes d'une couleur magnifiquement verte, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé hier. On va revenir justement sur tout ça d'un point de vue news et d'un point de vue bien évidemment technique. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Avant de commencer notre tour d'actualité, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite le tour de l'actualité avec Signature qui nous fait part, enfin en l'occurrence la banque Signature, et plus précisément un des board members, nous dit que c'est un message anti-crypto qui a été effectué par tout simplement les régulateurs. Alors là-dessus, je suis un peu mitigé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de communication structurelle qui est derrière. Si ça devait être interdit, il serait tellement plus simple de faire une loi. Donc pour moi, je prends un petit peu de recul par rapport à ça, mais en tout cas, la fermeture de Signature pose des questions. Pourquoi elle a été fermée maintenant, alors que tout de suite, légèrement avant qu'il y ait l'annonce de la mise en place du plan de la Fed pour soutenir. Pour aller un petit peu plus loin au niveau du plan de la Fed, j'ai pas abordé hier parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à ce moment-là, et donc là on va voir un petit peu plus ce qui est permis. Alors il faut comprendre un petit peu que la Fed a mis en place un système qui est assez fort en termes de filet de sécurité pour les banques, parce que le gros problème des banques actuellement, c'est que si jamais ils ont un bank run, pour pouvoir récupérer les liquidités, ils vont devoir vendre leurs assets. Comme je l'ai expliqué hier et comme je l'ai expliqué samedi, tout simplement la vente de ces assets-là va entraîner une chute de prix. Et donc forcément, à un moment donné, encaisser une différence entre la valorisation normale et la valorisation réelle de la vente. Et pour éviter ça, ce qu'ils ont mis en place, la Fed, c'est un prêt dans lequel le collatéral et les assets, et le prêt est déterminé par rapport au montant total de ces assets au prix réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux récupérer la liquidité auprès de la Fed, des assets qui sont présents, qui sont des assets market, donc ça veut dire des assets qui n'ont pas une validité réelle, c'est-à-dire que c'est le même principe. Par exemple, j'ai 1 milliard d'actions Tesla. Bon, si je vends le milliard d'actions Tesla, malheureusement, la valorisation que j'ai maintenant au prix de l'action Tesla ne sera absolument pas le cash que je récupérerai dessus, parce que le marché sera incapable d'absorber ça. Et donc, il faut bien comprendre ça. Cette décision de la Fed, elle est juste colossale au niveau de la sécurité des banques, parce que ça sous-entend qu'elles n'ont pas besoin de se prendre la tête sur une notion de liquidity crunch. Ils peuvent tout simplement mettre en collatéral, emprunté, et en l'occurrence je crois que c'est 1 an, en 2024, voilà ici, donc en l'occurrence programme duration jusqu'au 11 mars 2024, donc en l'occurrence ça va durer pendant 1 an. Alors, est-ce que ça va durer pendant 1 an, ou est-ce que c'est le moment dans lequel la totalité des fonds devront être récupérés? Ça va être à déterminer, mais l'ampleur de l'action de la Fed actuellement est juste sans précédent. Il faut bien le prendre en considération que c'est une protection qui n'est pas faite, contrairement à ce qui avait été fait antérieurement sur une crise comme 2008, où on avait protégé le système financier, notamment les banques d'investissement. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est dans une forme de protection de la liquidité des banques de dépôt, et quand on regarde ce qui est en train de se passer sur Signature et sur la Silicon Valley Bank, bon, en l'occurrence, les dépositaires sont en train de pouvoir récupérer leurs fonds, donc il y a bien derrière une compensation très forte qui a été effectuée. Par contre, c'est une compensation qui n'est pas liée à une impression de monnaie, mais qui est liée à un pourcentage des fees qui étaient faits et générés par les banques pour mettre dans un fonds de protection, donc ce qui est plutôt positif. Donc on a vraiment ce filet de sécurité qui a été mis en place. La question de pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, la notion de régulation et de réglementation, je pense qu'elle va fortement se durcir au prix, en tout cas, de certaines têtes qui risquent de tomber. À côté, nous avons un gros hack, qui est le hack de Euler Finance, dans lequel nous avons quasiment 200 millions de dollars qui sont évaporés, principalement à cause d'une erreur sur un smart contract qui aurait pu être évitée si jamais nous avions eu justement un audit de l'ensemble des smart contracts qui ont été effectués. Donc faites toujours très attention dans les plateformes dans lesquelles vous vous placez si vous êtes en finance décentralisée, en DeFi, parce que tout simplement le vecteur d'attaque lié au smart contract est vraiment très fort. Il faut que ce soit audité, il faut que ce soit audité régulièrement. Quelque chose qui sort un nouveau volt ou une modification de son smart contract et ne l'audite pas, là c'est problématique, il faut vraiment
le prendre en considération, c'est peut-être vraiment la difficulté d'utiliser la DeFi en dehors de certains gros acteurs qu'on va voir tout de suite, notamment Aave. On le voit bien que c'est au centre. Alors là, en l'occurrence, je vous montre un thread sur Detangible qui est un protocole qui est en train de se lancer, qui est plutôt intéressant sur la notion de clusterisation de la liquidité au niveau de la DeFi. Bref, ça n'empêche que, majoritairement, qu'est-ce qui se passe? C'est que peu importe où on tourne et comment on tourne, l'acteur principal reste Aave avec son portal V3 qui permet, enfin son portal qui est dans la version V3 de Aave qui permet justement de passer d'une liquidité d'une blockchain à une autre sans passer par un bridge, et forcément ça tourne majoritairement autour, et il ne faut pas oublier que la liquidité se trouve principalement à Aave. Actuellement, nous avons certains protocoles comme Curve aussi, mais Aave, grâce à sa version V3, est vraiment une pierre angulaire de la finance décentralisée. À côté, nous avons Meta qui, tout simplement, nous annonce arrêter les NFT. Donc c'est une nouvelle qui est un petit peu brute de fonderie, on ne sait pas exactement pourquoi, on n'arrive pas à voir l'intérêt, ou en tout cas peut-être que eux n'arrivent pas à voir l'intérêt des NFT. Le fait d'arrêter les NFT maintenant, après avoir investi autant, c'est très intéressant. Officiellement, ils préfèrent se mettre sur aider les créateurs de contenu à monétiser leur user base, donc on va voir comment ils vont se débrouiller et quels vont être les nouveaux produits qui vont sortir par rapport à ça. Petit rappel que tous les threads que je vous présente sur Twitter, vous les retrouvez notamment sur mon Twitter qui est disponible en commentaire et en description directement si vous voulez me rejoindre. À côté dans les chiffres, nous avons aujourd'hui 13h30 l'IPC Core de février, très important. Ça va être globalement l'élément qui va être déterminant sur ce qui va se passer au niveau de la Fed. Alors on a vu, pour résumer, que la Fed et notamment les US ont mis en place un filet de sécurité colossal pour protéger leur système financier. Du coup, on a eu des rebonds techniques absolument partout dans des éléments très forts qu'on ira voir tout à l'heure dans la partie technique, mais on a vraiment un gros filet de sécurité qui a été mis en place. Ce filet de sécurité a pour vocation de pouvoir protéger les banques et le système financier d'un crunch de liquidité, donc d'une compression de la liquidité liée à un bank run généralisé et qui a été entamé principalement par l'augmentation des taux de la Fed. Donc on revient au fait que la Fed a quand même le maître mot par rapport à ça sur l'augmentation des taux. On n'oublie pas que la Fed a deux missions principalement: un, maintenir le taux d'inflation en dessous de 2%, et 2, maintenir le plein emploi. D'accord? C'est vraiment ces deux grosses missions. Il y en a une troisième qui est liée principalement au PIB et à l'activité économique des USA, mais qui reste pour moi un petit peu en dessous au vu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc tout le monde va être regardé, en tout cas va avoir les yeux rivés sur cette inflation qui va déterminer la réaction de la Fed par rapport à la semaine prochaine sur la relevée des taux. Et on voit que c'est en train de changer pas mal de choses. Je suis actuellement sur le CME, sur le pricing et le pourcentage de personnes qui sont en train de se placer principalement sur l'augmentation des taux. Pour rappel, nous sommes à 4.5 et on voit que actuellement on est en train de switcher légèrement dans le sens où historiquement on était plus dans une forme réelle d'augmentation à 50 où on avait une forme de pricing. Maintenant on se retrouve sur une forme de pricing à 0,25 et enfin à 0, donc pas d'augmentation, et 0,25 à 71%. Et on voit surtout à côté qu'on commence à avoir une diminution structurelle qui est en train de se faire. Donc c'est très intéressant de voir ça, ça sous-entend que là on a un shift structurel qui est en train vraiment de se mettre en place dans la tête des investisseurs, où les personnes et le marché sont en train de se dire ok, là actuellement on commence à se diriger vers une crise financière structurelle, on est en train de mettre en place un filet de sécurité qui est somme toute solide mais reste un filet de sécurité, on a potentiellement une récession qui risque d'arriver à côté, donc il va falloir à un moment donné qu'on ait un turn au niveau de la Fed. La question est, est-ce que ça va être un turn rapide ou long terme? Personnellement, j'ai tendance à penser que, comme je vous le disais hier, on allait encore aller sur du 0,5, ça va être valide si on a notamment un taux d'inflation qui va être supérieur à l'attendu. Si on a quelque chose qui est supérieur à l'attendu, je pense que malgré ce qui est en train de se passer au niveau du système financier, on risque peut-être d'aller sur du 0,5 au niveau de la Fed, parce que c'est très important, et ils l'ont martelé, c'est quelque chose qui est vraiment primordial, et je pense que très clairement la notion de filet de sécurité plus une garantie des dépositaires permet d'avoir un socle suffisamment résilient pour pouvoir assumer encore une augmentation à 0,5. Il y a une autre
possibilité, c'est des augmentations à 0,25 continuelles qui vont se faire pendant peut-être un petit peu plus longtemps pour aller chercher les 5,50 au niveau des taux. Alors du coup, ce qui était intéressant, c'était considérer où ça se trouve vraiment l'élément. Est-ce qu'on, enfin le taux final, est-ce que ce palier est à 6 ou à 5,50 ou à 5? Ça malheureusement, on ne le sait pas et on le saura que une fois qu'on aura entamé tout simplement le palier. Le palier étant le fait qu'il n'y a plus d'augmentation pendant un certain nombre de mois dans lequel on se structure et ensuite on passera sous une forme de pivot avec une diminution et c'est un petit peu ce qu'essaie de jauger le marché actuellement, donc on reste fixé sur les chiffres. À 13h30, on risque d'avoir beaucoup de volatilité en fonction des éléments, à savoir que on est actuellement à 6,4, on vise un 6, donc ça veut dire une diminution réelle de quand même 4 points, donc à voir comment ça va se dérouler réellement, est-ce qu'on va avoir un écart ou pas. Je pense que le marché va être vraiment tendu, même une demi-heure avant. On va terminer dans les nouvelles, on va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment 1 an et demi maintenant, et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus, qui est le deuxième en termes de volume, et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion, et de l'investissement en crypto, dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique, on a possibilité d'acheter, ils ont des options aussi, il y a toute la partie DEX qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée, on a bien évidemment les grid bots et les bots de trading avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme qui est très bien fait, je vous ai fait des vidéos dessus. On va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés. Donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est gérée en plus à travers le BIT, donc son token, qui est le token lié à la DAO de Bybit. Donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 $ à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite. On commence la partie technique non pas par le rappel mais par cette belle bougie que nous avons eue hier, dont on va expliquer la signification tout à l'heure, mais en tout cas ça a fait beaucoup de bien au moral et on a bien eu cette grosse rupture que l'on a ici et qui est en train de se maintenir, donc un gros gap qui est en train de se faire structurel. Techniquement, nous sommes toujours dans le même endroit, hein, c'est-à-dire que nous avons terminé les 5 vagues d'impulsion, nous sommes dans la fin de retracement. Ce qu'on attend, c'est soit une forme de ranging, soit une forme de vague d'impulsion héliotiste, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes toujours au niveau de la zone de DCA, donc en dessous du 618 de Fibonacci du mouvement total du BTC, donc pour recharger, c'est en tout cas une des zones les plus intéressantes sur le long terme, en prenant en considération qu'on peut aller retester le 786, le top de la 1, ou tout simplement les 10 000 $. Il faut bien le prendre en considération. On va zoomer un petit peu, nous avons toujours notre accumulation, ici, structurelle, SCAR, ST, STB, et nous avons ici un retest de l'AR. Pour rappel que nous sommes ici toujours dans une structure qui est majoritairement baissière tant qu'on ne consolide pas au-dessus de l'AR, d'accord? Il faut construire ici pour se dire qu'on fait un high plus haut que le précédent, on inverse la structure, et ce qui va être intéressant, et c'est de faire un petit rappel sur l'accumulation de Wyckoff, le principe c'est de créer des résistances, créer des zones de liquidité, et ensuite aller récupérer cette liquidité. SC, on crée une zone de résistance, on va chercher avec un STB. Cette accélération baissière permet principalement la récupération de la liquidité, et une réaction haussière très forte. Pour pouvoir justement statuer est-ce que oui ou non l'accumulation est terminée, il faut déjà dans un premier temps faire une rupture de l'AR, d'accord? Il faut en premier temps aller chercher l'AR. Le second temps, c'est avoir un retest, et pour ensuite continuer à avoir une deuxième accélération. La rupture de l'AR entraîne la limitation de ce qu'on appelle le spring. Le spring étant encore une cassure baissière pour aller chercher la liquidité. En bas, le fait de passer au-dessus de l'AR diminue cette probabilité et justement ne l'annihile pas, mais diminuer le fait que potentiellement nous pouvons faire un plus bas parce que nous sommes en train de restructurer au-dessus et donc forcément inverser une tendance. Très important de se souvenir justement des fondamentaux au niveau de la manipulation de Wyckoff. Court terme, cette accélération haussière, alors par rapport à ce que j'avais expliqué hier, je vous avais dit que principalement on pouvait aller faire un retest bearish et que là c'était plus une forme de retest bearish, qu'on pouvait aller peut-être un petit peu plus haut. Bon bah là on est allé quand même beaucoup plus haut, hein. Là-dessus on a eu vraiment un cluster de liquidation et on va essayer d'expliquer cette accélération haussière. Déjà deux choses, on va parler de la liquidité.
clairement, on avait des blocs de liquidité qui se trouvaient ici, des blocs de liquidité qui se trouvaient là. On a eu des grosses accélérations. Première avec cluster de liquidation, retracement, deuxième cluster de liquidation, et ici, retracement qu'on est en train de faire, donc consolidation. Là-dessus, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que oui ou non, on a d'autres liquidités? Avant de répondre à cette question, l'autre élément qui a poussé cette accélération et cette accélération, ce sont des éléments liés au BTC. Très important de le retenir, c'est que on note ce week-end une création de plus d'1 million d'adresses Bitcoin, ce qui est juste impressionnant, et donc forcément on a à côté cette réaction humaine qui se fait. Ok, le BTC est quand même créé pour une forme de résilience décentralisée dans lequel on pourra jamais me le saisir. Bon, là-dessus on a eu une création d'1 million d'adresses juste ce week-end. La question est, est-ce que c'est quelque chose qui nous a donné ce mouvement-là? Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui nous a donné l'impulsion pour ce mouvement-là? J'ai tendance à vous dire oui, parce qu'on a eu première vague de liquidation, deuxième vague de liquidation. Ok, maintenant, où est-ce qu'elles se trouvent les liquidités? Bon, clairement, on va pas se leurrer, il en reste plus grand-chose sur la partie haute, Partie haute, ça va être très très haut dans la vague des 30 000, on a un tout petit peu de liquidité qui se trouve là, mais c'est quelques poussières. On a ici un petit bloc de liquidité, deuxième petit bloc de liquidité, et un gros bloc de liquidité ici. Donc du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le mouvement va être suffisant pour aller casser les 25 500 dans lequel on a fait 1, 2, 3, 4 fois on s'est fait rejeter? Est-ce qu'on va être capable de pouvoir percer ça? Percer, à savoir que on irait chercher les liquidités de ce top-là pour pouvoir consolider au niveau de la R et pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Est-ce que c'est suffisant ce qui est en train de se passer? J'ai envie de vous dire, ça va dépendre principalement des chiffres de l'inflation et du positionnement de la Fed par rapport à ces chiffres-là. Ça va être très très important et le marché principalement va attendre ça, donc il va falloir être patient. On va revenir sur ça, on va juste regarder rapidement l'order flow dans lequel on va voir plusieurs choses. Premièrement, on a un retour des positions d'accélération top trader au niveau des longues. Donc ça veut dire que les longues sont en train de se structurer à la hausse. On a toujours les CVD qui sont en train de partir à la hausse, mais toujours le perpétuel, mais on voit quand même un petit peu le spot qui est en train de partir, ce qui est plutôt positif, beaucoup plus positif que précédemment, où on avait majoritairement uniquement le perpétuel qui partait, le spot qui était en train de s'enfoncer, on avait justement une divergence qui n'était pas forcément bon signe. Là, même si c'est quand même moindre, ça reste plutôt bon signe. À côté, on a bien une inversion au niveau des positions de la totalité des comptes Binance, ça veut dire que les personnes sont en train de vendre ici cette zone-là, alors que on a les positions de top trader qui sont en train de se construire, ce qui est plutôt positif pour une continuité de short squeeze avec une poussée relativement forte. On a à côté l'open interest qui est plutôt plat, donc ce qui est plutôt positif, ça veut dire que les clusters de liquidation sont relativement faibles, donc on a un mouvement qui est plutôt construit dans lequel on n'a pas trop de FOMO. Avant de retourner sur le BTC, petite chose rapide, on a bien l'accélération de la dominance du BTC, et pour toutes les personnes qui justement me disent que non, l'Ethereum n'est pas en sous-performance au niveau du BTC, je leur invite à aller regarder ETH sur BTC, donc il y a le ratio entre les deux. Donc forcément, quand on a un cours qui baisse, ça sous-entend que Ethereum sous-performe BTC, ou BTC surperforme Ethereum. Le mouvement actuel est vraiment porté par Bitcoin. On voit bien cette chute réelle qui a été effectuée. Il faut prendre en considération deux choses. Un, on parle du fait que c'est actuellement, c'est-à-dire qu'on parle du présent. Oui, nous avons eu 1 million d'adresses Bitcoin qui ont été créées, certainement énormément de fonds qui ont été injectés dedans. Ça ne veut pas dire que long terme, Ethereum sous-performera BTC. C'est deux choses qui sont séparées. Simplement, le mouvement que nous voyons actuellement est principalement porté par Bitcoin et que Bitcoin. En l'occurrence, on a vraiment un mouvement du BTC structurel, ce qui est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on a une véritable volonté d'achat sur justement ce type d'actifs et rien de mieux que représenter les cryptos que Bitcoin justement dans un monde qui va être très compliqué si jamais on a une crise financière qui s'étend, et notamment à l'Europe principalement. On surveille les principaux acteurs parce qu'on a eu un mouvement de la Fed, oui, qui s'est mis en place, et par contre on n'a pas de mouvement de la BCE structurel qui permet justement d'empêcher des potentielles faillites. Est-ce qu'on va attendre qu'il y en ait une qui fasse faillite pour pouvoir le mettre en place, ou est-ce qu'on va le mettre en place en amont? Ça va être déterminant par la suite. Alors, au niveau court terme, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire? Déjà, dans un premier temps, on est dans une forme de consolidation ici. On a un bloc ici qui se met en place, qui va rester là, dans lequel nous avons, d'ailleurs je vais le tracer correctement pour
la suite, hop, qui est ici dans lequel, pour moi, nous avons une zone de retest potentielle dans lequel on peut ravaler justement ces zones-là pour pouvoir retester et repartir à la hausse si jamais on a un rejet. Techniquement, on voit qu'on a une petite forme de distribution qui est en train de se faire ici, mais qui reste quand même un petit peu faiblarde, hein, avec un BC ARST. On n'a pas eu vraiment de saut vraiment très fort, donc on pourrait dire un saut UT, mais ça me semble quand même assez faible. J'aurais plus tendance à dire que c'est un psy, et ici peut-être le BC, d'accord? Donc on aurait vraiment le début, psy, BC, donc on aurait un AR, un ST, un sign of weakness, un UT, un UTAD. Si jamais on fait vraiment la distribution, hop, je la dessine très mal, distribution de ce style-là, tac, pour pouvoir justement consolider au-dessus. Alors là, est-ce que ce serait juste une mèche, deux mèches, et on repart en dessous avec une cassure pour la distrib, ou est-ce que justement on aurait quelque chose qui consolide dessus? Malheureusement, on n'a pas encore d'infos, on va devoir patienter sur les nouvelles réelles fondamentale, la partie technique. Actuellement, au niveau de la lecture du graphique, structurellement, on sait qu'on a de la liquidité à aller chercher, donc pour moi, je pense qu'on aura certainement une accélération haussière, à minima, au moins une mèche pour aller wipe toute cette zone-là. Après, la cassure, est-ce que c'est suffisant ou pas? J'ai tendance à vous dire que vu la réaction haussière que l'on a eue maintenant, qui est effective, qui n'est pas quelque chose qui est poussé uniquement en perp, qui est une réponse réelle à une peur liée au système financier classique, j'ai tendance à vous dire que potentiellement, oui, on pourrait structurer au-dessus. Et d'ailleurs, ça voudrait dire, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire, que derrière, je me suis fait casser sur la rupture ici de la Silicon Valley Bank, et que là, mon short de couverture que j'ai coupé d'ailleurs ici à 22 600, m'a à peine remboursé justement la loss que j'ai eu ici. Donc là, je suis plus sur un mode break-even où je n'ai pas perdu d'argent, mais j'ai plus qu'une exposition de long terme structurelle et je ne suis pas re-rentré dans cette accélération parce que tout simplement pour moi il y avait trop de volatilité pour pouvoir me positionner et j'ai préféré prendre un petit peu de recul tout simplement avec les deux mouvements qu'on avait eu, le premier avec la cassure baissière, le deuxième avec le cut du short, donc j'ai préféré step back. Alors on attaque la partie macro classique. On a ici une belle rupture encore du DXY qui est en train de consolider dans la zone qu'on avait notée justement, donc très bonne zone pour une zone de support pour pouvoir structurer. Ici, on va patienter, je pense qu'on risque de continuer encore un petit peu au niveau du DXY. Pourquoi? Parce que nous avons une rupture ici très forte qui est en train de se faire au niveau des taux, je vous l'avais déjà montré, et là surtout ce qui est important de voir, c'est qu'on a bien fait cette rupture baissière et on a clôturé en dessous, même si on est en train de retracer ici, très important cette rupture, surtout qu'on le voit très très bien ici. Regardez, on était, il y a pas longtemps, je vous ai une vidéo en disant qu'on était dans les moins 1%, le plus bas jamais atteint. Bon, bah en l'occurrence, on est repassé directement à moins 0,46. C'est quoi? Bah c'est globalement la différence entre le yielding des bonds à 2 ans et des bonds à 10 ans. Forcément, plus c'est négatif, plus il est intéressant d'avoir des bonds de 2 ans que ceux de 10 ans, chose qui est contre nature. On devrait être dans quelque chose qui est différencié, inversé à ceci et en positif, ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que majoritairement on a la possibilité d'une crise économique et le marché est en train de pricer justement cette crise économique. Oui, mais en même temps, la réaction haussière qu'on est en train de voir ici, alors on va voir si elle arrive à continuer, si on arrive à retoucher les 0%, ou en tout cas aller retoucher ici la zone de rupture au niveau des 0,16, si on arrive à casser les 0,16, ça veut dire aussi que le pricing du marché financier qui était en train d'être effectué ici, c'était justement ces crises des bonds, donc cette crise réelle de liquidité des banques, et donc ça veut dire qu'on aurait justement, avec cette rupture et cette consolidation au-dessus, une confirmation du fait que la réponse effective de la Fed était la bonne, et qu'on est en train de consolider au-dessus. Alors, au niveau du Nasdaq, on a ravalé une grosse partie de la bougie, parce que principalement la nouvelle de la Fed sur la tech a eu un gros impact, hein. On n'oublie pas que la Silicon Valley Bank représentait quand même un gros acteur au niveau des startups, surtout dans la Silicon Valley, donc surtout dans la tech. Donc là-dessus on a eu un gros rebond plutôt potentiel, alors que le SP500 on a continué à s'enfoncer et on a clôturé en négatif, et je pense qu'on va certainement continuer encore et on va chercher 3800, mais encore une fois ça va vraiment dépendre de l'inflation. Aujourd'hui je pense que jamais l'inflation n'a été autant regardée au niveau de la Fed, parce que tout simplement au vu de ce qui est en train de se passer, on a besoin d'avoir une inflation
qui descend, on a besoin d'avoir une Fed qui va être plus lâche au niveau de l'augmentation des taux, parce que l'augmentation diminue. Il faut pas qu'on ait une augmentation qui augmente avec une Fed qui va se retrouver au niveau d'un étau classique, où soit je continue à augmenter les taux pour pouvoir lutter contre l'inflation, ou soit j'arrête, je laisse l'inflation monter, mais à côté je protège le système financier. Il ne faut pas qu'on se retrouve justement dans cette schématique-là qui risque d'être très très compliquée à digérer pour les marchés, et là oui on pourrait avoir une cassure baissière relativement forte. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.